Et là, je me retrouve dans cet avion avec des reporters de guerre hyper chevronnés. Et 3 heures après, j'arrive sur le tarmac d'un pays en guerre. Je suis beaucoup allé dans la bande de Gaza et en Israël à l'époque. J'ai compris que moi, en fait, j'avais envie d'aider tout le monde. Moi, j'ai toujours aimé ces vies à contre-courant où tu surprends tout le temps, tu te surprends toi-même et surtout, t'es jamais dans une case. Bienvenue dans la table de Seb, le podcast où on dépasse les limites du business et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat un peu différent, d'entrepreneuriat associatif. Je suis avec Ismaël Khalifa. Bonjour Ismaël. Salut Seb. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains épisodes, YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Mais maintenant, place à toi. Est-ce que je peux te demander de te présenter déjà ? Eh bien, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Ismaël Khalifa, j'ai 45 ans, je suis né à Annecy, en Haute-Savoie, où je vis encore aujourd'hui. Et je suis l'un des animateurs de l'émission Échappée Belle sur France 5. Et j'ai également plein d'autres casquettes, puisque je suis aussi le président et le fondateur d'une association qui s'appelle For My Planet, que j'ai créée avec ma femme Alice, dédiée aux adolescents. J'écris des livres, je fais des grandes expéditions sportives et solidaires. Enfin, j'aime bien mettre de l'engagement un peu partout, parce que moi j'ai besoin que ça vibre pour pouvoir bouger, et j'adore bouger, donc j'ai besoin que ça vibre beaucoup. Tu te reposes un peu ? Alors écoute, oui. Oui, parce que le sommeil est à la base, je crois, de la réussite, honnêtement, et du bien-être. Et donc pour moi, c'est super important de dormir, ouais. Ouais. Donc t'inquiète, je fais très attention à ça. Bon. Ton enfance, Annecy, comment était le jeune Ismaël ? Eh bien, écoute, moi j'ai grandi donc dans la ville d'Annecy, mais surtout dans un petit village pas très loin de Cruzeil et pas loin de la frontière suisse, qui s'appelle Villy-Bouvray. Donc c'est ce genre de petits villages qui sont un peu en dehors des radars quand on regarde la Haute-Savoie un peu glorieuse, des montagnes, des guides de haute montagne. C'est vraiment la plaine, des terres très agricoles. Et donc j'étais beaucoup chez mes grands-parents dans cette ferme où je regardais passer les avions qui décollaient de Genève, qui passaient le Salève et qui arrivaient donc sur ces villages. Et quand j'étais petit, il y avait pas beaucoup de jeunes dans ce village, je crois qu'il y avait une centaine d'habitants. Et donc je regardais ces avions, ça me faisait rêver. Et après j'allais écrire des histoires où j'essayais d'imaginer où allaient les gens, ce qu'ils faisaient, et je me disais waouh, un jour j'aimerais bien être avec tous ces gens. Et donc de ce rêve d'enfant, c'est devenu mon quotidien. Et par ailleurs, mon père est algérien et ma mère est française, donc je vivais en France. Et puis tous les étés, on partait en Algérie pendant un mois, 3 semaines, 2 semaines, enfin passer du temps là-bas. Et donc j'avais un goût pour le voyage immodéré parce que j'adorais arriver à Alger, la chaleur, les façades blanches, la mer, enfin un univers complètement différent. Et je ressentais beaucoup de joie et de bonheur à cumuler ces deux univers et à me télétransporter dans un autre monde. T'étais plutôt studieux, plutôt turbulent ? Alors j'étais pas du tout turbulent moi. Vraiment, j'ai même pas fait de crise d'adolescence, mais j'étais peut-être trop sage, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que j'étais un peu j'avais de grands rêves, de grandes idées, de grandes envies, mais elles étaient surtout dans ma tête et j'osais pas m'affirmer. Et puis j'ai pas été élevé pour m'affirmer. J'ai été élevé un peu dans cette idée qu'il faut pas faire de bruit. Et donc c'est plus tard où j'ai senti que j'avais des grands besoins de m'exprimer, que ça faisait partie de moi. Et je me suis dit, go, on y va, on va essayer de prendre la parole. Et parce que quand j'avais 14-15 ans, j'étais passionné par l'actualité, ce qui se passait dans le monde. Et j'avais pas envie d'être statique ou spectateur de quoi que ce soit. T'as fait des études de journalisme, il me semble. Ouais, tout à fait. Donc à 17 ans, enfin vers 18 ans, je passe mon bac, je l'obtiens. Non, c'était un bac économique et social. Et j'étais passionné par les sciences humaines, moi, et notamment par tout ce qui était économie. Et je me retrouve donc à passer les concours d'une école de journalisme à Tours. Et pour moi, c'était un gros stress parce qu'il y avait 2000 candidats et 30 places à l'époque. Et voilà, et moi je venais d'un milieu où mes parents savaient même pas qu'on pouvait faire une école de journalisme. Enfin, c'était inenvisageable. Mon père travaillait dans le bâtiment, ma mère était secrétaire. Et donc c'est une dame qui m'a dit si, il y a ça qui existe, tu peux y aller. Elle m'a tout montré. Je me souviens, c'est une ancienne prof 68 Arles, enfin rien à voir avec mon monde à moi. Et donc j'y suis allé, j'ai eu ce concours et puis après c'était parti. Donc le journalisme, t'en fais ta carrière. Ta première expérience sortie d'école, c'est quoi du coup ? Alors ça, c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est un souvenir dingue et enfin c'est un basculement, tu vois. On voit ça que dans les films honnêtement et moi je l'ai vécu. Donc je sors d'école genre un vendredi
Le lundi, je me retrouve à Radio France Internationale à Paris, donc c'est Radio France à l'étranger. Et là, j'ai pas mon permis, j'ai pas de passeport, tu vois, j'ai 19 ans quoi. Et ma rédactrice en chef me dit, bah écoute, il y a un reportage à aller faire dans les Balkans. Il y avait une guerre dans les Balkans à l'époque au Kosovo. Qui opposait les Serbes à des indépendantistes kosovars. Et elle me dit, tu pars demain, tu prends un avion à telle heure à Roissy et tu vas chercher une colonne de réfugiés là-bas. Donc t'imagines, moi, le vendredi, j'avais fait une fête pas possible pour la fin de l'année et je me retrouve là-dedans. J'arrive à passer sans passeport parce que c'était plus simple à l'époque. Et là, je me retrouve dans cet avion avec des reporters de guerre hyper chevronnés. Et 3 heures après, j'arrive sur le tarmac d'un pays en guerre avec des soldats de partout, américains, français, un vrombissement pas possible, et cette colonne de 90 réfugiés, je me souviens, et l'image que j'ai, c'est que je les revois tous alignés comme ça, avec des policiers qui leur barraient le chemin jusqu'à l'avion, qui était pour eux leur liberté, et il y avait à côté une vingtaine de kilos de bagages, qui étaient toute la vie, qui restait à ces gens. Et là, pour moi, ça a été un choc énorme. Et puis après, on monte dans l'avion. La deuxième image que j'ai, c'est que l'avion décolle et tous ces gens qui avaient vécu des horreurs, ils applaudissent dans tous les sens. Et là, je dis, mais comment c'est possible? Et le mec, je me souviens, un gars me dit, ah mais tu sais, on n'a jamais pris l'avion, nous. Donc c'est quand même génial, c'est incroyable. Regarde, t'as vu, ça bouge. Et donc là, ça m'a fait une vision du monde quand même très particulière d'entrée de jeu. Au bout de quelques jours, ouais, j'étais dans le grand bain. Incroyable. Effectivement. Tu fais combien d'années chez Radio France Internationale? Alors à Radio France, j'ai bossé à RFI, à France Inter, à France Info, dans plein de rédacs, et j'y suis resté 8 ans, tu vois, entre 8 ans. J'ai bossé aussi beaucoup sur Internet. C'était le lancement des premiers sites et Radio France avait un site fou. Et mon souvenir, c'est que le 11 septembre 2001, quand tout s'effondre, c'est le seul site qui tient, malgré tout le flux et le trafic qu'il y avait dessus. Donc j'ai vécu, tu vois, le passage au numérique, au digital, donc à une évolution des médias très puissante, quoi. Et t'es quel type de journaliste? Parce que je crois qu'il y a plusieurs types de journalistes. Il y a de l'investigation, il y a de l'actualité. Toi, on appelle ça comment d'ailleurs en fait? Eh ben écoute, je saurais pas te dire. Moi, je dirais que s'il fallait mettre des mots, je suis un peu un baroudeur, moi, tu vois. Donc un jour, et c'est ça que j'aimais dans ce métier, le lundi, j'allais faire de la politique. Donc tu te retrouves à suivre le président de la République au salon de l'agriculture. Le mardi, j'allais faire du sport. Donc t'es au championnat du monde de je ne sais quoi dans le stade. Et le mercredi, tu vas faire une grande manifestation dans Paris. Et puis le jour d'après, t'es parti sur un terrain de conflit. Alors, donc je passais de l'un à l'autre. Tu casses un mythe, ou en tout cas une croyance que j'avais, c'était que les journalistes avaient des spécialités en fait. Alors il y a des journalistes qui ont des spécialités, qu'on se crée au bout d'un certain temps, mais moi j'ai tout de suite compris une chose, c'est déjà que je serai jamais reporter de guerre, parce que j'ai fait cette expérience donc entre le Kosovo et après au Proche-Orient. Je suis beaucoup allé dans la bande de Gaza et en Israël à l'époque, et j'ai compris que moi en fait j'avais envie d'aider tout le monde. Or, si tu veux être reporter de guerre, il faut avoir du recul. Il faut avoir non pas une insensibilité, c'est des gens très sensibles, mais un peu comme les urgentistes, il faut être capable de rire de ce que tu es en train de vivre, d'avoir une forme de cynisme, mais dans un sens positif. Et moi, j'avais pas du tout ça. Faut être capable de prendre une image de quelqu'un qui souffre sans aller l'aider. Ouais, complètement. C'est-à-dire que tu filmes ça, puis après t'appelles tes enfants avec le téléphone satellite pour savoir comment ça va. Et moi, j'avais envie de poser mon magnéto et d'y aller. Donc j'ai tout de suite compris ça. Et après, j'ai compris que j'aimais passer d'une chose à l'autre et que je me faisais une culture personnelle avec ça. En fait, t'as une avidité d'apprendre et tu apprends avec les gens, pas dans des livres. Donc t'as toujours l'impression d'être là où bat le pouls de la planète, de ton pays, de la société. Et c'est ça que j'aime encore aujourd'hui. Alors commencer par Radio France, France Inter, c'est quand même assez la classe. En Suisse, les humoristes et les journalistes qui deviennent célèbres partent là-bas après. Toi, c'est ton début de carrière. C'est pas faux. Il y a Thomas Wiesel, il y a Yann Marguet, Marina Rollman, Pierre Aski. Ouais, c'est vrai. Toi, c'est jour 1 après les études, boum, la classe. Ouais, c'est ça. Mais après, tu sais, derrière la classe, il y a une précarité pas possible. C'est un peu le mythe des médias, tu vois. C'est-à-dire que tu commences, t'es pigiste, tu fais des journaux de nuit. Moi, je me souviens, je faisais la nuit plus le petit matin, comme on appelle ça. Donc, c'est les journaux de 5-6 heures. Donc, t'arrives au bureau vers 23 heures, minuit. Tu bosses jusqu'à 7 heures du matin. Tu rentres chez toi, t'es complètement décalqué. Tu vois pas le jour passer qu'il fait déjà nuit et qu'il faut retourner travailler. Et quand t'es
short, toi tu vas bosser, quoi. Bah voilà, et donc tu te bats en fait, c'est une vie de combat, mais avec un petit idéal et le rêve de faire quelque chose de plus fort et plus grand. Après, moi j'ai eu une chance, c'est que j'ai pu le faire, j'ai fait beaucoup de terrain, et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à aller au bout de ce rêve. Donc c'est vrai que moi j'ai eu une bonne étoile au-dessus de moi, parce que j'ai réalisé des choses formidables, franchement. Bah, je crois que tu voyages beaucoup, effectivement. Ouais. J'ai lu que t'as posé un peu tes valises en région polaire. Oui, effectivement, ouais. C'est Alors, assez tôt d'ailleurs, non? j'ai commencé à y aller il y a une vingtaine d'années. Ça a été un coup de cœur absolu. Ce qui m'a marqué la première fois où je suis allé dans les régions polaires, c'était en Islande. Alors, l'Islande, c'est le subarctique, hein, c'est le début de l'Arctique, c'est pas encore le Groenland. Mais c'est que t'as un moment, tu te retrouves dans des grands paysages et autour de toi, il y a rien d'autre que la nature. T'as une visibilité des fois à 100, 200 kilomètres, les jours où il fait beau. Et là, t'es entouré que de quelque chose d'organique, en fait. Il n'y a pas de construction humaine. Et pour moi, ça a été une claque qui m'a un peu renvoyé à mon enfance au Savoyarde. Parce que l'image que ça me faisait, c'est que, tu vois, mon grand-père, donc, ils avaient une petite ferme près d'Annecy. Et je me souviens, le soir, il m'amenait, il y avait un bassin. On se mettait tous les deux sur le bassin, là. On mangeait du fromage avec du pain et on regardait les étoiles, les orages passer au loin, au-dessus de la montagne, tout ça dans le silence. Et donc, en allant là-bas, j'ai renoué avec quelque chose de très perso et de très profond à titre personnel. Et donc après, quand t'as pris le virus d'épaule, eh bien, ta seule question, c'est comment faire pour y retourner. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé à aller faire de la randonnée en autonomie là-bas. Et après, un jour, j'ai rencontré un chef d'expédition dans le tourisme qui m'a formé et qui m'a permis de devenir guide naturaliste en région polaire. Donc c'est pas les guides de Chamonix ou les guides de l'extrême, c'est que t'emmènes des touristes découvrir des endroits, tu les encadres, etc. Mais c'était extraordinaire parce qu'on passait 8 mois par an entre l'Arctique et l'Antarctique et c'était dingue. Et donc tu deviens guide, tu restes journaliste à côté ou? Ouais, tout à fait. Tu vois, enfin, je me souviens même d'un jour, je débarque à Paris en rentrant d'Antarctique et 2 heures après, je prends un taxi et je file à l'école de guerre où j'animais un exercice de l'OTAN avec des journalistes, des militaires et des diplomates. Et moi, je devais un peu manager les journalistes. Donc, moi, j'ai toujours aimé ces vies à contre-courant où tu surprends tout le temps, tu te surprends toi-même et surtout, t'es jamais dans une case. Ça, c'est hyper important pour moi. Il y a rien en région polaire. Enfin, je veux dire, c'est quand tu disais, on a une visibilité de 200 km, c'est plat, c'est de la neige. Enfin, il y a quoi à voir là-bas? Qu'est-ce que tu vas chercher? Déjà, il y a une expérience spirituelle, c'est-à-dire que le jour où tu poses le pied en Antarctique, je pense que tout le monde se souvient de son premier iceberg. Tu vois, moi, je suis vraiment capable de le décrire. On est au Groenland, il arrive face à nous, c'est un tout petit iceberg. Il y a ces lumières orangées, violettes qui tapent dessus. Et là, waouh, tu te prends une claque extraordinaire parce que c'est des rêves de gosse, en fait, ces régions. Et ensuite, il y a rien en apparence, mais en fait, il y a tout quand tu sais quoi chercher. Donc c'est la trace laissée par la patte d'un ours polaire sur la banquise que tu retrouveras 200 mètres plus loin ou 5 kilomètres plus loin parce qu'il y a une carcasse et qu'il est en train de manger dedans. Il y a en Antarctique cet endroit où les animaux ne sont pas chassés, donc tu t'assieds sur une plage. S'il y a des manchots, ils viennent tous t'entourer et donc ça fait une ligne avec toi au milieu et tous les manchots autour qui regardent comme ça. Tu arrives avec ton Zodiac dans une baie, tu baisses un petit peu le moteur et les baleines à bosse qui sont là, elles viennent tourner autour, elles viennent te voir, elles viennent constater de quoi il s'agit. Donc t'as un lien au vivant qui est fabuleux. Et moi, ce que j'aimais, c'est que j'emmenais des gens qui n'avaient jamais goûté à tout ça, qui souvent avaient fait des très grosses carrières sans se tourner vers des choses de cet ordre-là. Et tu voyais des grands PDG pleurer toutes les larmes de leur corps ou être des enfants face à ce spectacle. Et donc, on organisait des anniversaires surprises tous les matins, quoi. C'était fabuleux. Excellent. Donc, vers 2012, je crois, tu vas vers la télé. T'arrêtes un peu le journalisme classique et tu pars en télé. Ouais. Tu fais quoi? Eh bien, j'ai commencé par le documentaire, moi. Donc, j'ai fait quelques docs et puis je suis allé ensuite à l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai commencé mon premier jour à Rendez-vous en Terre Inconnue, je débarquais de l'Antarctique où j'avais emmené des jeunes sourds en Antarctique. C'était une expé sur laquelle j'avais été pris. Et donc, je fais Rendez-vous en Terre Inconnue. Et alors là, on passe... Enfin, les pôles, c'est la nature reine. Et là, on passe aux hommes rois dans la nature, tu vois. Donc, je me retrouve à travailler d'abord à Paris à la préparation de tout ça. J'ai un coup de cœur complet pour Frédéric Lopez, qui a été un peu mon mentor, en fait, dans sa
métier qui m'a énormément appris et aujourd'hui encore on est très proches. Et puis derrière je pars faire des repérages. Donc tu es tout seul dans la savane en Tanzanie à chercher un village Maasai qui veut bien t'accueillir. Et tu vas de village en village voir si on veut bien de toi. Donc au début, c'est des repérages uniquement. Ouais, tout à fait. Ou quoi, 5 ans plus tard, je crois que tu commences à présenter l'émission. Alors, entre-temps, moi, je me retrouve à faire plein d'autres choses. Je travaille pour d'autres types de films. Et puis, un jour, on m'appelle pour aller à la télé en tant qu'animateur. Donc, au début, j'ai commencé avec une petite chronique sur France 5, dans une émission qui s'appelait La Quotidienne. Il se trouve qu'à cette époque, ma femme était enceinte de notre premier enfant, Naël. Et donc, on décide d'arrêter, puisqu'elle le faisait avec moi, d'être guide en région polaire, puisqu'il fallait 8 mois par an, loin de tout hôpital. Donc, c'est pas possible. Pas très compatible. Voilà. Et puis, pour une vie de papa, c'est quand même chaud. Et là, donc, je me retrouve chroniqueur à La Quotidienne. Et puis après... Tu reviens habiter à Paris? Alors, au début, on revient habiter à Marseille. Ouais. Parce que entre-temps, on avait déménagé. Parce qu'on voulait vraiment changer de vie. Moi, je pensais même pas que j'allais retourner à la télé, honnêtement. Et donc, je fais les allers-retours, mais ça se passe hyper bien. Parce qu'on a besoin, tu vois, quand t'as vécu autant de temps dans quelque chose de très profond en termes de nature, t'as besoin à la fois d'être dans une grande ville un choc, ouais. pour avoir un TGV, mais t'as besoin, voilà, de grands espaces à un moment, de regarder autour de toi. Et donc, retour à Marseille, je monte à Paris faire mes chroniques, ça se passe hyper bien. Et là, on me propose d'animer l'émission Échappée Belle. Et je passe un casting horrible qui est vraiment raté à mon sens parce que ma femme est enceinte, elle peut accoucher à n'importe quel moment. Je suis pas vraiment dedans, honnêtement. Ouais. Et en même temps, j'ai très envie de le faire parce que j'adore cette émission. Et puis, je suis pas bon, tu vois, j'ai pas les bons vêtements. Je me suis habillé comme l'animateur que je remplaçais alors que c'est pas du tout mon style. Rien ne va dans ce jour-là, mais écoute, bol que ça ait un poil quand même. Voilà. Et donc je suis pris à cet endroit et le producteur aura cette phrase géniale, il me dit tu sais c'est tout à fait normal que tu t'aimes pas, le vrai problème c'est le jour où tu t'aimeras à l'image. Là commence à te poser tes questions sur ton ego parce que là le melon va pousser. Bah voilà, ça va mal tourner. Ça. Donc c'est bien. C'était la bonne remarque. Du coup tu présentes Échappée Belle depuis 2019. Ouais, tout à fait. T'as pas arrêté? Non. Ok. Tu peux nous parler un petit peu, déjà oui, tu la présentes en alternance. Il y a plusieurs présentateurs, donc il y a Jérôme Pitorin, il y a Sophie Jovillard, Sophie Ducasse, alias Tiga. C'est ça, ouais. Tu as bossé, hein? Ouais, bravo. Tu peux nous raconter un petit peu comment se passe la préparation d'une émission, parce que nous, téléspectateurs, on regarde 1h30 de programme, et puis ensuite on éteint la télé, on va se coucher. Mais il y a un boulot monstre devant. Ah oui, c'est d'ailleurs, tu vois, les coulisses de tournage, ça pourrait être une émission en soi, parce que on vit que des choses extrêmes, des émotions extrêmes, des moments extrêmes. Donc tout commence à Paris avec des journalistes qui préparent en lien avec nous et le réalisateur l'émission. Comme tout voyage, tu vois, on se demande ce qu'on a envie de faire, qui on aurait envie d'aller voir, quels sont les enjeux d'une destination, qui sont les gens qui les incarnent les mieux. Moi, je me dis toujours, qu'est-ce qu'une région, une vallée a d'unique au monde qui fait que ça mérite de s'y intéresser. Donc je me souviens que j'avais fait par exemple une émission dans le Chablais, de l'autre côté du lac Léman, et tu vois, t'as des vaches d'abondance, c'est le seul endroit, en tout cas où c'est autant ancré, t'as la vallée d'abondance, eh bien allons-y quoi. Et donc ça se prépare comme ça, mais après arrive la vérité du terrain, comme disent les footeux, et là évidemment tout change, tout le temps. Donc là c'est le repérage au début? Alors il n'y a pas de repérage. Nous en fait on prépare tout à distance, et ensuite on débarque de l'avion, et c'est parti, on est lancé directement dans le tournage. Et donc, tu vas de surprise en surprise. La météo est pas toujours de ton côté. Ma première émission, pour moi, c'est quelque chose qui a été très marquant. C'est celle qui m'a le plus marqué. À ce moment-là, je suis papa depuis 2 mois. Et on a décidé de passer ces 2 premiers mois recroquevillés à 3 dans une petite maison en montagne, dans les Hautes-Alpes. Donc, c'est trop le kiff. Et donc, je débarque pour prendre l'avion. Je sais pas trop où j'habite. C'est trop le kiff, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Non, moi, j'adorerais. Mais pour nous, on a adoré. Je pense qu'il y en a d'autres qui n'aimeraient peut-être pas. C'est clair. Et en même temps, il y avait une canicule terrible, donc ça nous a bien aidé, tu vois. Parce qu'à Marseille, il faisait 44, 45 degrés cet été-là. Et donc, je me retrouve à débarquer dans l'avion, à découvrir mon équipe et à partir pour la Mauritanie, pays qui venait de se rouvrir au tourisme. On était le premier avion à y aller avant que les avions de touristes arrivent. Et là, on est au beau milieu du désert du Sahara. Et d'un coup, moi j'ai commencé depuis 5 minutes à être animateur. Donc je suis un peu stressé, honnêtement. Et d'un coup, je vois derrière mon personnage, qui est un peu comme toi, tu vois, en face de moi, une énorme tornade de sable qui se lève comme ça.
et ça se lève. Et le ciel devient noir, et je dis à mon collègue, mais c'est tout le temps comme ça. Il me dit, mais je comprends pas ce qui se passe. Et là, cette tornade commence à grossir, et c'est un énorme orage qui s'est abattu au beau milieu du Sahara. Il faisait 40 degrés ce jour-là. Et du coup, il y a des inondations monstres. Et moi, je découvre autour de moi des gens qui, pour certains, voient la pluie pour la première fois parce qu'il n'a pas plu dans cette proportion-là depuis plus de 30 ans. Donc les gens sont comme ça, tu vois, à se mettre de l'eau sur le visage. D'autres partent en courant, ils ont peur. Ils ont vu la pluie, hein, mais à ce niveau-là, quasiment jamais. Il y a des inondations terribles. Il y a Sado dans l'hôtel où on est, qui est déjà un hôtel franchement un peu cheap. Donc et donc là, bah, je me dis, voilà, ça c'est ma nouvelle vie et j'ai pas à être animateur au sens où je fais le show. J'ai juste à vivre ce qui se passe, tu vois. Et donc ce premier tournage a été pour ça une espèce de masterclass que j'oublierai jamais. T'as dit une chose, je débarque dans l'avion, je découvre mon équipe. C'est pas toujours la même équipe. Non, ça change tout le temps. Et c'est ce qui est génial à Échappée Belle, le voyage commence quand on sait avec qui on part. Parce que chaque réalisateur est différent, chaque preneur de son est différent. Et tu vois, on se retrouve quand même dans des situations, t'es au beau milieu de la Mongolie, dans une yourte, sans téléphone, sans rien, avec 3 autres mecs que tu connais pas bien, finalement. Une semaine à peine, quoi. Voilà, on va passer de 5h à 23h ensemble. Tu vas aller faire tes besoins 20 mètres plus loin, mais tout le monde sait que tu y vas au moment où tu y vas. Enfin, tu vois, il y a zéro intimité. Et ce qui est fabuleux dans ce boulot, c'est que c'est des baroudeurs sympas. C'est que des gars qui aiment les autres. Il y a un respect mutuel. Ouais, vraiment. Et humainement, mais tu vis un truc tellement puissant qu'on est tous très liés. Combien d'épisodes tu fais par an et combien d'épisodes la prod fait par an, parce que vous êtes 4 présentateurs? Donc il y a 35 inédits par an. Moi j'en fais 10. Mes collègues Sophie et Jérôme en font 10 aussi. Et puis après il y a des spéciales animées par des animateurs qui viennent. Il y a une chef qui en fait 2 par an, par exemple, très axée gastronomie. Donc voilà, mais 10 épisodes c'est quand même à l'arrivée une bonne centaine de jours de tournage plus les déplacements, quoi. Donc ce serait impossible pour un animateur de tout faire, quoi. Donc toi t'es une centaine de jours par an, loin. Ouais, même un peu plus. Avec les déplacements, c'est vite 110, 120 jours. Okay. Le challenge, c'est d'allier un petit peu la vie professionnelle avec la vie familiale. Ah bah là, tu vois, ce fameux équilibre à trouver vie pro, vie perso, on est dedans. Mais je trouve qu'on l'a bien relevé. Déjà parce que ma femme vient de ce monde-là. Elle était journaliste aussi dans l'audiovisuel. Donc elle sait que quand je suis en voyage, je suis pas en vacances. Clairement, elle sait à quel point c'est difficile à faire. Faut que j'arrive à faire comprendre à la mienne que je suis pas là, je suis pas en vacances. On en parlera, si tu veux. Mais voilà, donc j'ai déjà cette chance-là. Mais c'est sûr que ça engage toute ta famille. Et après, eh bien, c'est une façon de séquencer les choses. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand je rentre de tournage, même s'il est 2h du matin, la première chose que je fais, c'est de vider mon sac, tout mettre au linge sale, ranger mon sac. Et le lendemain matin, quand mes enfants se lèvent et que je les retrouve, je suis vraiment leur papa. Et là, on va se lancer dans la vie de famille à fond, quoi. Et en même temps, ça a des côtés assez agréables, puisque comme tu es moins soumis à un planning pressurisant quand tu es avec ta famille, eh bien, tu peux prendre 2 heures pour être avec eux. Enfin, des fois, j'ai l'impression de passer plus de temps avec eux que si j'étais là tous les jours avec un gros boulot qui me faisait partir très tôt le matin et rentrer tard le soir. Donc voilà, faut mettre beaucoup de pragmatisme là-dedans et être d'accord sur le rythme de vie, et ça marche bien, en fait, je trouve. Quand tu t'es présenté tout à l'heure, t'as beaucoup de casquettes. Ouais. Le journalisme, présentateur télé, écrivain. Ouais, tout à fait. T'as écrit plusieurs livres, alors pour adultes et pour enfants. Exactement. J'ai potassé un petit peu. T'écris quoi? Il y a des récits d'aventure, d'expédition? Ouais, alors souvent c'est très inspiré par le voyage quand même. Mais c'est vrai que dans le journalisme, souvent les gens d'ailleurs écrivent, donc c'est une passerelle assez logique, je dirais. Mais oui, j'ai écrit mon dernier livre, c'est un roman qui s'appelle Ce que la vie a de plus beau, qui est une histoire sur la paternité, où je raconte l'histoire d'un photographe qui vit dans les grands espaces une grande partie de l'année et qui est très reconnu pour ce travail-là, un peu les Sébastien Salgado, Vincent Munier, tu vois, quelqu'un un peu dans cette veine-là, et qui un jour, alors qu'il triomphe au Festival de Cannes où un film est consacré à son travail, rencontre un jeune garçon de 18 ans qui est le fils qu'il n'a jamais reconnu. Et donc tout l'enjeu de cet homme, ça va être de devenir ou non un père et d'accepter ou non de répondre à toutes les questions que se pose cet homme. Et moi j'aime bien ancrer mes récits dans la nature, j'aime bien les récits de rédemption un petit peu et de résilience, ça me parle beaucoup. Donc ça parle très souvent de ça finalement. J'aime bien quand la nature révèle les êtres, je crois. Enfin moi je conseille à tous les gens qui arrivent pas à parler à leurs parents, et même si c'est pas des grands marcheurs, d'aller juste marcher 2 heures avec eux dans la nature, parce que dans l'effort, dans la fatigue, on n'est que dans l'essentiel.
distanciel. On n'a plus besoin forcément de se parler et de faire ce grand théâtre social. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es en voiture et que tu te regardes pas. C'est plus simple de parler aux autres, de se confier, d'être dans l'intime. Et donc, j'aime bien raconter ça, comment la nature permet des fois de créer des introspections qui permettent de régler beaucoup de problèmes, quoi. Parce que je crois énormément à ça pour le coup. Ces marches-là, d'ailleurs, c'est Socrate qui poussait à faire ce genre de marche, parce qu'on est dans l'instant présent, on est vraiment avec la personne et on n'est pas distrait par le reste. Ah mais je suis pas étonné. Et puis je crois que on est quand même dans un monde très bavard. Tu vois, le symbole, c'est des portes ouvertes de dire ça, mais le scrolling te fait passer toutes les 10 secondes à quelque chose de nouveau, voire même toutes les secondes si tu scrolles. Et en plus, ce qui est fou, c'est que tu peux scroller autant que tu veux. C'est infini maintenant. Il y a plus de fin à tout ça. Et là, je trouve que quand t'es dans la nature comme ça, quand t'as pas ton téléphone, et qu'en plus t'es dans l'effort, parce qu'on oublie un peu cette donnée d'effort, le cœur s'ouvre et on met beaucoup moins de forme. On se parle cash. Et moi, j'adore ça. J'aime bien quand on parle avec ses tripes. Ça me plaît. Même si on peut pas le faire tous les jours. Associatif, le monde associatif. Ça, c'est une autre casquette. Ouais, tout à fait, ouais. Depuis 2018, je crois, t'as créé une asso. Ouais. Une asso qui s'appelle For My Planet. Quand j'étais guide en région polaire, on a découvert, avec donc mon épouse, des glaciers, notamment un qui est à 82 degrés de latitude nord. Donc c'est vraiment extrêmement haut. Et ce glacier, quand tu regardais les images d'il y a 50 ans et les images d'aujourd'hui, tu avais l'impression d'avoir un drap tendu sur de la roche, alors qu'il y a 50 ans, c'était un monstre, tu vois. Et moi, ça m'a rappelé les glaciers de mon enfance en Haute-Savoie. Et je me suis dit, avec Alice, on s'est dit, on peut pas rester juste spectateur de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que tous les deux, on avait beaucoup bossé avec des jeunes en difficulté dans le passé. Et on s'est dit, on va créer une association où, en fait, on va donner le pouvoir à des jeunes volontaires. Ça c'est très important, d'agir à la fois contre les crises écologiques et les crises de leur époque. Donc on a élargi ça après à autre chose, à la lutte contre la pauvreté, etc. Mais en fait ces jeunes arrivent, ils sont tous volontaires, ils ont 12-13 ans, et à un moment ils mettent en place des choses pour les plus démunis et pour leur environnement proche. Et donc tu vois des gamins de 12 ans qui vont collecter des sacs de couchage pour des SDF et qui en même temps reverdissent leur collège parce que pour eux c'est super important, qui vont décloisonner des maisons de retraite en allant voir des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer pour leur faire une présence, et ça a un effet extraordinaire sur les gens de ces maisons de retraite. Et ils ont 12 ans. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils vont raconter tout ça dans des écoles, dans des entreprises, partout où ils sont invités. Donc le projet en lui-même d'aller aider des gens ou d'aller avoir un impact positif, c'est qu'une moitié du travail finalement pour eux. Il y a une partie restitution. Complètement. En fait, si tu es formatrice, c'est en 3 temps. D'abord, on leur fait faire une expédition dans des lieux de nature où ils vont tous apprendre à se connaître. Et nous, notre rêve, c'était de réunir sur une même cordée des gamins du lycée Henri IV à Paris et des gamins des quartiers nord de Marseille. Et ça, on a réussi à le faire. Alors, on n'a pas Henri IV, mais on a des lycées similaires et on a des gamins des quartiers nord de Marseille. Et donc, de casser les clivages et qu'ils apprennent ensemble à faire des choses, parce que on est convaincus, nous, que c'est problématique, en fait, cette société, on se rencontre plus, quoi. Chacun est dans sa petite bulle et ça va pas. Et une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils ont appris à se connaître, et bien, pendant 1 an, chacun dans leur collège, ils vont créer des choses et après, effectivement, ils vont le restituer. Et ce qui est drôle, c'est qu'on les aide pas. C'est-à-dire qu'ils sont sur scène, des fois, ils sont piégés, ils doivent eux-mêmes trouver les solutions. Donc, tu vois, des petits bouts de choux de 12 ans. C'est hyper formateur, quoi. Ah ouais, c'est clair, dans des énormes boîtes, devant les cadres dirigeants de grandes banques, qui se mettent à raconter comment ils ont créé un poulailler dans leur collège pour recycler le compost et avoir des œufs pour des gens qui vivaient à côté, et qu'en même temps, le renard est venu bouffer les poules et qu'il a fallu reconstruire le poulailler. Enfin, tu t'imagines le délire, quoi. Ouais. Et moi, quand je les vois, ils me fascinent parce que je sais pas si à 12 ans, j'aurais été capable de ça. Et donc, souvent, ils arrivent un peu timorés. Et pour nous, le but, clairement, c'est de dire ni éco-anxiété, ni nostalgie du passé. Qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant? Parce que si on est tout le temps en train de se référer au passé ou à se faire peur avec l'avenir, on vit quand, quoi, tu vois? Et je trouve que ces jeunes ont besoin de ça, ils ne demandent que ça, honnêtement. Combien de membres? Aujourd'hui, on a une centaine de jeunes dans toute la France. Et notre but en 2028, c'est d'arriver à 500. Donc, on est en train de grossir. On est dans ce qu'on appelle en ce moment un changement d'échelle. Donc, on est passé de la petite asso qui s'est lancée avec 5 000 € à l'asso qui a un gros sponsor et qui maintenant s'ouvre aussi à d'autres sources de financement. Et notre but, ce serait d'avoir 500 jeunes, mais surtout que ces 500 jeunes chaque année restent ensuite dans l'association et puissent continuer à travailler avec nous. Donc ça veut dire qu'on est à la fin, aujourd'hui tu vois, on a on va dire une centaine de jeunes actifs quotidiennement, plus 220 anciens.
à qui on est en train de donner une plateforme dans laquelle ils vont pouvoir continuer à faire plein d'actions pour l'asso et avec l'asso, parce que ces jeunes ont beaucoup de mal à nous quitter après. En fait, ils passent une année de dingue, ils se révèlent, ils se rendent compte qu'ils ont du talent, ils embarquent leurs parents avec eux. Ils rendent aussi peut-être quelque part ce qu'ils ont pris eux, ce qu'ils ont pris et appris. Ils le rendent à d'autres jeunes qui vont entrer. Ouais, et en plus, ils découvrent un truc quand même qui n'est pas donné à tout le monde, je trouve, c'est que quand tu es dans un geste solidaire, ça nourrit aussi ton propre ego et ton propre plaisir. Je sais que toi, tu accompagnes beaucoup de gens qui ont plein de beaux projets, mais ça te nourrit d'être solidaire, d'être généreux, et puis tu as l'impression que le monde est beaucoup plus possible à vivre. Si t'es dans ton fauteuil à te faire peur tous les jours, bon bah là, ça ne nie pas surtout, on ne nie pas les problèmes du monde, mais ces jeunes se révèlent, que c'est beau de les voir, tu vois, il y en a aujourd'hui qui ont atteint l'âge de 18 ans, tu les vois partir dans des études qu'ils n'auraient même pas imaginé à l'époque quand ils sont rentrés dans l'assaut, parce qu'ils ont vécu ça, ils ont pris confiance, et donc on participe à quelque chose de très positif. Superbe. Bah merci, mais c'est surtout superbe. Des bénévoles, il y en a combien? Alors les bénévoles, il y en a, on a une dizaine de collèges, on doit avoir aujourd'hui 10-15 bénévoles autour de nous. Parce qu'il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Donc voilà, on a une équipe répartie dans toute la France. Et l'objectif, c'est d'avoir un bénévole par collège ou... Exactement. Nous, on appelle ça un référent. Donc c'est celui qui est en lien avec l'association et qui intervient avec les jeunes qui sont volontaires dans leur établissement scolaire. Ouais. Alors, je crois que l'association, elle est dirigée, enfin co-dirigée par toi et ton épouse. Alors on a un conseil d'administration parce que quand tu es un couple dirigeant d'une asso, il faut faire attention à respecter certaines règles. C'est-à-dire que l'idée c'est pas que en gros moi je prenne des décisions pour que ma femme ait un très gros salaire avec ce que nous donnent les mécènes, tu vois, par exemple. Et en même temps, dans un CA, il y a eu un lien de subordination, donc ce qui est quand même chelou en 2025 avec son épouse. Mais du coup, on a un CA qui est très diversifié pour que moi, si tu veux, j'ai créé l'asso avec Alice, donc j'ai une vision stratégique et historique tu sais où tu veux l'emmener. Projet, voilà. Mais derrière, on a une vice-présidente qui est référente dans tout ce qui est DRH et dans l'employabilité. On en a une autre qui est référente dans tout ce qui est éducation, pour qu'en fait, on travaille vraiment en équipe, quoi. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important parce que sinon, tu passes ta vie à parler de ton asso le soir. Et bah là, tu vois, la porosité vie pro vie perso, et nous, on n'a pas envie de faire ça. C'est plus dur. Hein. Ouais, franchement. Donc, c'est une petite entreprise au final. T'as un conseil d'administration, t'as des gens autour de toi, tu t'es organisé, t'as une vice-présidente. Ouais, c'est ce qui est très... entrepreneur au final. Ah bah, en fait, pour moi, on est des entrepreneurs associatifs. Alors, tu sais, c'est des mots qui n'ont pas toujours fait bon ménage ensemble, parce que... l'associatif a toujours cette image d'être toujours un peu soutenu par l'État, quelque part, là où l'entrepreneur est très privé et fait son chemin tout seul. Exactement, sauf qu'aujourd'hui, et moi je crois que c'est très bénéfique pour les entreprises, l'État, en France en tout cas, se désinvestit très fortement de l'associatif pour des raisons, des questions purement budgétaires. Financières, certainement. Ouais. Et quelque part, ça repousse, ça pousse à changer les modèles. Et moi, je trouve que, bon, après, c'est parce que j'ai une vision assez libérale de la société, mais je trouve que ça nous oblige aussi à être créatifs, à faire par nous-mêmes et à avoir une vraie indépendance. Donc, tu dois aller chercher des partenaires privés, certes, mais tu dois aussi, comme on dit, hybrider son modèle économique, c'est-à-dire aller chercher de nouvelles ressources propres à l'association. Aujourd'hui, ton premier gros mécène, ce vers quoi il essaye de t'amener, c'est vers le fait d'être beaucoup moins dépendant de tes mécènes et de créer tes ressources propres. Donc c'est ce qui fait par exemple que les Restos du Cœur, pour citer des assos connus, organisent des tournées de concerts et la billetterie et s'autofinance. Voilà. Et donc tu t'autofinances comme ça au maximum, tout en continuant à chercher des partenaires, parce que ce que tu embarques derrière toi, c'est un projet de société. Tu vois, nos partenaires, quand ils voient nos jeunes là en conférence, ils hallucinent. Ça leur fait du bien eux aussi. Généralement, ils arrivent à emmener l'entreprise, les collaborateurs, tout le monde avec eux. Il se passe un truc, quoi. Mais effectivement, c'est de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi j'ai la sensation que soit tu es une petite association de quartier, ce qui est très bien et ce qui fait vivre beaucoup la France d'ailleurs, l'association du volley, de l'escrime ou de je ne sais quoi, et ou sinon tu es obligé d'avoir vraiment un projet de start-up associatif presque. Et donc les deux modèles se confrontent aujourd'hui clairement. Il y a une employée, je crois, qui est effectivement ton épouse. Une seule. On a 3 employés en fait. 3 employés aujourd'hui. Ouais. Alice à temps plein et puis derrière on a deux personnes à temps partiel avec nous. Ouais.
Ce qui est aussi rassurant quelque part, je te donne un petit regard extérieur, mais c'est qu'aujourd'hui, tu te poses la question de faire un don à une ONG, à une grosse association, puis tu sais pas si l'argent va arriver au bout du projet finalement. Ouais. Donc là, finalement, quand tu es une association avec une centaine de membres, avec des projets un peu partout en France, et que ça tourne avec 1,2, 1,3 ETP, je sais pas, enfin, là tu sais qu'au moins quand on fait un don à Format et Planète, le don arrive au bout jusqu'au projet, quoi. Ah oui, alors nous, on finance pas des frais de structure. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il faut être d'ailleurs très flexible avec ça, hein, parce que si tu commences à te payer des bureaux alors que t'es trois, bonne chance, hein. Enfin, tu vois. Mais par contre, ce qui est génial pour nous, c'est que comme on est implanté dans toute la France, on essaie de trouver des mécènes locaux, beaucoup, même si on se tourne aussi vers des mécènes, des gros mécènes nationaux. Et nos mécènes viennent voir ce qu'on fait. Donc tu vois, je me souviens par exemple, au printemps dernier, on a fait une expédition, une de ces fameuses expéditions sur les îles du Frioul en face de Marseille, et il y avait le représentant de la Fondation Crédit Mutuel, qui est notre partenaire structurant, qui voulait venir voir ce qu'on fait. Et lui, tu vois, ce jour-là, il y avait une grosse tempête sur Marseille. Il a pu prendre le seul bateau qui passait le matin. Il a été brinque-ballé dans tous les sens, et après il a passé la journée avec nos jeunes sur place. Et vraiment, ce qui est génial dans notre asso, c'est qu'il a pu venir voir très concrètement ce qu'on fait, venir évaluer ce qu'on fait. Alors, la Fondation du Crédit Mutuel fait beaucoup ça. C'est un organisme assez hallucinant, honnêtement, à l'échelle française. Mais on essaye d'emmener tous nos partenaires. Et moi, j'ai vu, tu vois, des mécènes avoir les larmes aux yeux à Chamonix en entendant nos jeunes raconter leur aventure. Parce que je crois que ce qu'on crée, c'est une émotion commune avec un objectif commun qui est de créer un monde avec plus de citoyenneté, avec quelque chose de plus fraternel, et où ça aille mieux, quoi, tout simplement. Alors, j'ai des employés, comme tout dirigeant d'entreprise. Parfois, c'est dur de les faire bosser, alors qu'on leur donne un salaire. Toi, t'as que des bénévoles. Comment tu fais avancer les choses? Comment tu fais avancer les projets? C'est quoi le Eh secret? bien, c'est la grande différence de toute façon entre une association et une entreprise, c'est que nous, on est plutôt à devoir les calmer au niveau du travail, Ouais, aux carrément. bénévoles. Bah oui, parce que ils viennent sur des valeurs. Souvent, c'est ce qu'ils font en plus de leur travail. Et la grande chose importante pour nous, c'est de maintenir le socle des valeurs pour qu'ils ne se sentent jamais trahis. Donc, ça donne lieu à de grands débats, souvent. Mais qu'il faut affronter. Et donc, on arrive à coordonner tout ça avec, je pense, un leader charismatique qui est mon épouse Alice, qui donc est au quotidien avec eux et qui a vraiment, qui incarne dans sa vie personnelle ce qu'elle défend. Donc ça, c'est très important, l'exemplarité dans le monde associatif. Et ensuite, avec des projets avec lesquels on les alimente et aussi avec beaucoup d'écoute. Alors, écouter, ça veut pas tout le temps dire oui, parce qu'il y a des fois où tu es contraint de dire non. Toi, quand tu es le dirigeant, des fois, tu vas avoir un mécène qui fait pas l'unanimité par rapport aux valeurs de tes bénévoles, mais toi, tu sais que l'asso, il faut bien la faire tourner. Donc, il y a un moment où on faut trouver des compromis. Mais c'est vrai que c'est des gens qui fonctionnent beaucoup à la passion. Et en même temps, la passion, des fois, dans le travail, ça peut être un peu traître, tu vois, parce que on peut te reprocher certaines choses qui sont pas très factuelles, notamment en contrat de travail. C'est-à-dire que les gens sont tellement à fond que s'ils se sentent déçus, ça peut très vite mal partir. Et démotiver, ouais. Voilà. Et donc je crois que ça passe par énormément de comment dirais-je, de communication permanente. Ça passe par énormément d'écoute de ce que l'autre a à t'apporter. Dans une association, mais c'est pareil dans une entreprise, l'autre vient avec toute son expérience aussi. Il a quelque chose à te donner. Et comme nous, on est ancré localement, c'est des gens qui connaissent bien mieux leur terrain que nous. Et moi, je crois que la chance qu'on a avec Alice, c'est que nous, on a été des journalistes de terrain. On a fait que du terrain, du terrain, du terrain, du terrain. On n'a jamais été dans des plateaux à Paris à décrypter un monde qu'on n'a jamais vu. Et donc, on croit énormément au retour de terrain. C'est-à-dire que si un prof nous dit une chose, si un bénévole local nous dit quelque chose sur une situation donnée, eh bien, on va faire avec, plutôt que d'essayer de forcer par rapport à une grande idée qu'on pourrait se faire nous. Donc, pour l'instant, ça marche comme ça. Après, on verra quand on grandira si on pourra être toujours aussi près des uns et des autres. Mais maintenir ce lien humain, c'est leur seul salaire, c'est la petite flamme humaine qu'ils vont retirer de ces expériences, qui est quelque chose de grand, en fait. Et donc, il faut le maintenir absolument. Des bénévoles sont pas des salariés qu'on ne paye pas. C'est autre chose, c'est l'âme d'une association, il faut vraiment le voir comme ça.
C'est marrant parce que au-delà de la petite blague des dirigeants qui trouvent toujours que leurs employés bossent pas assez, c'est une blague, hein, je le précise. Mais dans tout ce que tu dis, c'est des choses qu'on retrouve vraiment en entreprise. C'est-à-dire que on est aujourd'hui dans des périodes où, enfin depuis plusieurs années maintenant, où les jeunes générations, on va plus les motiver avec du salaire, on va les motiver avec du sens, on va les motiver avec de l'intérêt sur ce qu'ils font, sur leur capacité de s'épanouir dans un job. Et c'est exactement ce que tu pointes en fait, et le milieu du bénévolat apporte ça, finalement apporte peut-être ce que certains employés trouvent pas dans leurs entreprises et ils viennent peut-être le chercher en association ou Je crois. et ce qui fait bouger les choses, que ce soit en entreprise ou dans une association, c'est vraiment le fait d'avoir un impact sur ce qu'ils font, non? Je pense que c'est d'avoir déjà un objectif très clair, un horizon partagé et sans détour et sans se mentir, beaucoup de clarté. D'ailleurs, je pense que les entreprises qui marchent le mieux, souvent, sont des entreprises avec des dirigeants charismatiques qui sont très transparents sur leurs valeurs et qui sont alignés avec ces valeurs. Tu vois, je te donne un exemple. Tu as beaucoup d'associations aujourd'hui qui ont énormément de mal, vu ce qu'elles représentent, à travailler avec les outils des fameuses GAFAM, par exemple WhatsApp qui appartient à Facebook, etc. Et à un moment, toi, en tant que dirigeant, tu es obligé de dire, mais pour l'instant, c'est les outils les plus performants, en plus gratuits, que tout le monde utilise. Donc, tant qu'on n'a pas d'alternative, on continuera avec ces outils-là. Mais il faut vraiment l'expliquer, parce qu'en même temps ça peut se comprendre que nous on défend des valeurs et que des fois c'est un petit peu dur de travailler avec des outils de gens qui sur bien des points ne les respectent pas forcément. Donc je crois qu'il faut beaucoup de clarté, il faut un objectif clair, il faut être un capitaine de bateau en fait d'une certaine façon, et en même temps être ouvert à son équipage qui a beaucoup d'expérience, et ça c'est très important. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'un jour je suis allé faire une conférence auprès de cadres dirigeants d'une grande entreprise. Je venais au début parler de voyage et d'aventure, et très vite j'ai parlé de l'assaut, et ça s'est transformé en question-réponse où les dirigeants me disaient nous on a beaucoup de mal à recruter des jeunes aujourd'hui parce qu'on se comprend pas, il y a un gap générationnel, on cherche pas la même chose, et donc on n'arrive pas à les fidéliser. Ils partent, donc comment faire pour les fidéliser? Alors moi j'ai pas la recette magique, mais en tout cas ce que j'ai constaté effectivement chez les jeunes gens d'aujourd'hui, en plus dans un marché du travail qui, en tout cas jusqu'à il y a pas si longtemps, avait retrouvé une forme quand même de flexibilité, hein, en tout cas en France, oui, t'es obligé aujourd'hui de à la fois proposer des valeurs communes et en même temps d'avoir beaucoup d'écoute. Pas trop non plus parce que t'es pas le psy non plus, hein, faut pas se tromper de rôle, mais par rapport moi à des managements que j'ai connus où on se faisait taper sur les doigts sans aucune raison, mais à partir du moment où le manager l'avait dit, c'était la parole de Dieu. Parole de Dieu. Eh bien, c'est sûr qu'il faut mettre beaucoup plus d'humains aujourd'hui et que ça peut être un peu épuisant aussi à certains moments. Les ambitions pour l'association, tu l'as dit, c'est d'arriver à 500 membres en 2028. Il y a des ambitions internationales, sortir un petit peu de la France? Ouais, bien sûr. Tu vois, nous on est basé, donc le siège est basé à Annecy. Ma femme Est-ce que tu viens chez nous en Suisse alors? C'est le but. Franchement, c'est le projet. Parce qu'on a envie de s'ouvrir à l'international et qu'en plus mon épouse a travaillé dans une fondation en Suisse, à Genève. Et je trouve que le contexte suisse va très bien avec ce qu'on développe, tu vois. Et donc c'est l'un des prochains objectifs, c'est de trouver le professeur, l'établissement qui seront prêts à nous accompagner et à mobiliser des jeunes volontaires, et ensuite de trouver les mécènes dans le pays qui vont accepter de venir jouer avec nous entre guillemets. Et après la vision internationale, ce sera, je pense, quelque chose qu'on va commencer à développer et qui sera à réussir dans un second temps après ce changement d'échelle, parce que c'est difficile de mener deux aussi gros chantiers en même temps, mais on est de plus en plus quand même sollicité pour aller accompagner des projets à l'étranger. Et c'est d'ailleurs là où on trouve un débouché pour nos anciens jeunes qui ont fait le programme For My Planet. Tu vois, on en a emmené là en Côte d'Ivoire parce qu'on avait été appelé par une ville de Côte d'Ivoire qui voulait qu'une association vienne faire un audit de sa gestion des déchets pour trouver des solutions. Et donc nous on a confié ça à 4 de nos jeunes qui ont fait un travail monstrueux pour se renseigner avant, se mettre en lien avec des opérateurs et tout. Et donc on les a accompagnés pour faire l'audit, et là ça va sortir bientôt. On a fait ça en Afrique du Sud aussi. En fait tu leur donnes même à ces jeunes une expérience internationale avant même de démarrer. Ah ouais, complètement, parce que moi tu vois, peut-être que ça tient aussi à nos histoires perso, mais moi j'ai commencé à travailler à 19 ans après
après 1 an et demi d'études parce que j'ai arrêté mon école de journalisme genre 2 mois avant la fin, et que je crois que la théorie c'est formidable, mais rien ne vaut la pratique. En fait, Parce qu'on quand t'es au terrain, on apprend le vite. mélange des deux, bah oui, carrément. Et donc, quand tu transbahutes des jeunes de 18 ans au beau milieu de la Côte d'Ivoire et qu'ils se prennent cette réalité dans les yeux, c'est à la fin, moi, je pense qu'on crée des futurs dirigeants qui ne seront pas déconnectés et qui ne seront pas, ces têtes bien faites qui fonctionnent comme des tableaux Excel, mais qui se rendent pas compte que derrière le tableau Excel, il y a une réalité humaine qui est parfois assez difficile à saisir. Et donc, j'espère que ce mélange d'expériences, surtout dans un monde virtuel comme celui qui est le nôtre, en fera les dirigeants de demain et des bons dirigeants, quoi. Comment est-ce qu'on peut aider l'association? Alors, 2 questions. Comment est-ce qu'on peut l'aider là où tu es déjà, en France, et comment on peut t'aider à venir en Suisse? Alors, il y a plusieurs solutions. La première, c'est que tous les profs qui ont envie de rejoindre l'association, il faut vraiment qu'ils viennent vers nous. Après, c'est un vrai engagement. Tu vois, nous, on a décidé d'être dans l'éducation nationale et de ne pas faire de leçons à l'éducation nationale, parce que je trouve sincèrement qu'il y a parfois, on dit les profs devraient, les profs devraient. Ah, franchement, quand tu vois les conditions dans lesquelles ils travaillent, là, il fait 37 degrés, t'as des classes qui ferment parce que c'est pas aux normes. Enfin bon, tu vois, et de là-dedans, faut apprendre à lire, à écrire, ce qui est déjà incroyable. Donc nous, on va avec eux et on les accompagne et on leur permet d'avoir un horizon autre qui correspond aussi à leur projet pédagogique et à la volonté qu'ont plein de profs de faire avec les moyens qu'ils ont, mais en même temps d'ouvrir leurs jeunes sur autre chose. Donc les profs, les collèges, les lycées, les écoles primaires qui sont partants peuvent revenir déjà vers nous. Ensuite, si vous avez des envies de bénévolat dans votre ville, eh bien, venez nous voir parce que on a sans doute des collèges vers lesquels on peut vous orienter. Et puis ensuite, eh bien, il y a évidemment toute la partie financière qui est le gros sujet quand on fait un changement d'échelle comme ça. Si vous avez envie d'accompagner un projet comme celui-ci et surtout de participer à l'aventure, c'est-à-dire de venir sur le terrain, de venir voir très concrètement ce qui se fait, de venir voir comment est-ce que ensemble on fait changer certaines choses dans la société, venez vers nous. Et je pense qu'en Suisse, on a besoin de cet écosystème-là, écosystème scolaire, écosystème entrepreneurial, pour réussir à créer quelque chose ensemble, quoi. Ok. T'as un autre projet encore? Oui. T'en as plein. Ouais, j'ai besoin de m'alimenter de choses, moi. T'as un projet qui est lié un peu à For My Planet qui s'appelle Montagne Solidaire. Ouais, que tu connais bien, d'ailleurs. Je connais bien. Puisqu'on va vivre cette expérience ensemble. Avec beaucoup de plaisir, effectivement. Ouais. Via TechFirm, on te supporte un petit peu dans ce projet. Parle-nous un petit peu de ton projet. Alors, Montagne Solidaire, c'est un projet qui est né par une rencontre, comme souvent. Un jour, je suis avec les jeunes de For My Planet d'un collège de centre-ville, tu vois, donc tu t'attends pas à avoir des problèmes intenses. Et là, une jeune fille arrive, elle a 12-13 ans, elle est malvoyante, mais elle est la première de sa classe, des 18/20, des trucs comme ça. Et à un moment, le prof lui dit « T'as mangé ce midi ?» Elle dit « Ouais, j'ai partagé un sandwich avec mon frère, mais ça va, t'inquiète pas. » Et moi, tu vois, cette phrase m'interpelle, donc on demande un peu au prof ce qu'il en est, et il nous dit « Ben voilà, cette jeune fille, tu vois, elle est brillante, personne ne le sait, mais elle vit dans un foyer, avec sa mère, il n'y a pas de papa, et je pense pas qu'elle mange à sa faim tous les jours, et sa mère n'ose pas demander de l'aide. Elle était caissière dans une grande surface, et ça lui coûtait vraiment d'aller demander de l'aide, donc elle préférait vivre ça dans sa dignité. Et là, le gars me dit, mais tu sais, regarde le petit jeune là-bas dans la cour, lui vit dans sa voiture avec ses parents. Et moi, tu vois, je découvre cette réalité et je me rends compte qu'en fait, ces jeunes, leurs parents touchent l'équivalent des salaires que touchaient mes parents il y a 40 ans, mais nous, on vivait bien dans le monde d'aujourd'hui. Ah ouais, on manquait de rien. Et donc, je commence à m'intéresser un peu à la question. Ça me brûle le ventre quand même. Je suis papa depuis pas longtemps à ce moment-là. Et je me rends compte qu'un enfant sur 5 en France vit sous le seuil de pauvreté. Un enfant sur 5, c'est quand même délirant. Et à ce moment-là, je commence à me lancer dans le sport-aventure, à faire des défis sportifs et solidaires grâce à un ami à moi, qui est un nageur quadri amputé qui s'appelle Théo Curin, que beaucoup de gens connaissent. Et donc, on fait un premier défi, et en même temps qu'on nage ensemble en Afrique du Sud, donc. On peut faire une petite parenthèse sur ce défi. T'as fait un défi de folie. Ouais, c'était Vous avez nagé autour d'une île. C'est ça, alors c'était au Cap, donc au sud de l'Afrique du Sud, et on a fait le tour de l'île où était incarcéré Nelson Mandela. Le défi s'appelait le défi Madiba, en hommage au surnom Mandela. Et avec ce défi, donc 25 km de natation et 100 km de vélo, avec un quadri amputé quand même. C'est fou. On
on a levé des fonds et on a construit un centre pédagogique et de danse dans un township, les quartiers défavorisés du Cap, où j'avais tourné avec Échappée Belle. Donc, on a mêlé le monde de Théo, qui est celui du sport de haut niveau, et mon monde à moi. Et moi, ça m'a donné le goût des défis sportifs, de la natation. J'ai découvert que j'avais des qualités pour ce sport. Et là, en même temps qu'on nageait en Afrique du Sud, je repensais à cette fille et je me dis, j'ai trouvé, je vais faire un défi sportif où je vais me dépasser pour les jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Et en rentrant, je me suis tout de suite réentraîné, j'ai tout de suite relancé la machine et je suis allé voir le Secours Populaire. Et tu parlais d'entrepreneuriat, c'est la même chose. Hein. Tu arrives avec ton projet, tu essaies d'aller convaincre des gens, toi, faut que tu y crois. Tu fais le commercial de ton projet. Et en même temps, tu te dis, si personne me suit, j'irai quand même. Enfin, voilà, faut être très motivé. Et donc, il y a des gens comme toi, et je te remercierai jamais assez, qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure. Et ce qui est génial, c'est que cette fois-ci, on est en France et donc pas en Afrique du Sud. Et donc, les gens qui nous suivent, les partenaires, comme on dit, mais ça va plus loin que ça, c'est des compagnons de route, en fait, pour moi, viennent sur les entraînements, viennent... J'ai eu l'occasion de m'entraîner un petit peu avec toi, on a transpiré un petit peu ensemble. Voilà. Et j'avais fait une nuit blanche, parce que j'ai 2 gamins en bas âge, et j'ai vécu ma première faillite physique, mais qui m'a beaucoup aidé depuis. Comme quoi, tu vois, l'entraînement, faut se mettre dans toutes les conditions, parce que j'ai déjà ensuite revécu des moments difficiles, et ce jour-là m'a permis de comprendre que quand tu es dans une montée comme ça, faut surtout pas regarder en haut parce que tu vas te faire peur, mais faut regarder la route parce qu'elle a l'air plate, et te concentrer sur chaque coup de pédale que tu donnes. Et ça, j'ai beaucoup gardé. Tu vois, j'ai nagé il y a 2 jours là 8 km dans le lac d'Annecy, avec du fractionné, donc des périodes de haute intensité, basse intensité. Il y a des moments où j'avais mal au bras parce que la veille, j'avais fait 100 km avec 1600 mètres de dénivelé à vélo. Et cette expérience qu'on a vécue ensemble m'a permis de me dire, ok, tu te focuses sur ce que tu as à faire, tranquille, tu te scannes, t'y vas. Et tu laisses venir, tout va bien se passer. Donc, bon là, tu prends un sacré niveau. Faut que je revienne m'entraîner vite avec toi parce que tu te suis. Hein. C'est pas dit, mais je pense que ton projet, là, donc effectivement, on reviendra un petit peu sur le but de ce projet, sur ce que vous allez collecter. Enfin, on va l'expliquer à peu près. Mais ton périple, c'est quoi? Alors, je vais partir de Marseille jusqu'à Annecy. Pourquoi? Parce que Marseille, c'est là où on a créé l'association For My Planet, et Annecy, c'est là où elle est installée aujourd'hui. Et aussi parce que moi, j'ai grandi dans les Alpes et mon but, c'était de retrouver les montagnes, la grandeur, les paysages. Et donc, j'ai décidé de le faire à la nage, donc à travers les grands lacs alpins, Annecy, Serponçon, le lac Sainte-Croix et une partie des îles du Frioul à Marseille, donc en mer. Et ensuite à vélo et en randonnée en autonomie. Donc je traversais notamment le massif du Queyras, et à vélo, il y a des belles étapes. On va faire le Mont Ventoux, etc. Enfin, ça va être... C'est l'école et le sommet du Tour de France. Voilà, quelques-uns en tout cas. Alors ce qui est cool, c'est que tu parles de Marseille. C'est là où on a notre filiale française. Tout à fait. On a Marseille, donc tu pourras passer prendre un petit café. C'est prévu. Faut que tu auras nagé. Puisque après avoir nagé, on va faire une collecte dans un collège. Et qui est à 2 pas de notre bureau. Voilà, qui est à 100 mètres de votre bureau. Et ces collectes, on les fait donc pour le Secours Populaire, avec mon asso For My Planet. Et le but, c'est que chaque centre local du Secours Populaire me dit voilà quels sont mes besoins. On essaye d'y répondre au maximum avec ces collectes. En fait, moi, l'image que j'ai, c'est que je vais arriver dans des collèges en courant. Je vais passer une ligne d'arrivée. Et là, c'est qu'il y ait des... J'espère, mais on verra bien, des pyramides. Moi, je suis dans la télé, donc j'ai toujours des images. Voilà. Mais en tout cas, des choses qui soient là collectées, de bien collectées. Et une kermesse dans chaque école, tu me disais. Ouais, en tout cas, que ce soit la fête, quoi. De tous les jeunes, et que le Secours Pop vienne ensuite tout récupérer, et qu'ensuite le collège ou le lycée ou l'école disent, moi, tous les ans, je vais le faire. Voilà. Et que les jeunes aient un impact concret. Et je crois j'ai lu qu'il y avait 6 points de collecte sur le chemin. Complètement, plus depuis que Non, on est sur 6, on est resté sur 6. Tu sais me les citer? Comme ça, oui. Il y a où on peut... Marseille, Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Chamonix, Annecy. Et il m'en manque une, mais c'est Embrun. Voilà, Embrun, donc au lac de Serponçon. Donc il y aura des collectes de biens de première nécessité pour les enfants. Voilà. Ça, avec le secours populaire. Ouais. C'est quel type de produit que vous voulez récupérer? Comment est-ce qu'on peut nous aider? Alors ça dépend vraiment tu sais, chaque région a ses problématiques. Par exemple, Marseille, il y a une pauvreté qui va étonner personne, qui est très lisible. Annecy, par exemple, qui est une ville plutôt riche, il y a ce qu'on appelle la pauvreté cachée. Il faut se rendre compte quand même que 200 familles chaque jour viennent à la soupe populaire du Secours Pop, et que ces familles n'ont le droit de venir que tous les 15 jours. Donc ça, c'est par exemple une pauvreté où, tu vois, un studio dans le centre-ville coûte très cher. La maman seule, qui déjà doit se payer son essence et tout, elle a plus les moyens de suivre aujourd'hui. Donc chaque centre, en fait, va nous dire de quoi il a besoin. Il y en a qui vont avoir besoin, par exemple, d'équipements sportifs, basket et autres, parce que la précarité sportive, c'est un vrai sujet. Comment avoir accès à du foot en club si j'ai pas d'équipement?
tu vois. Il y en a qui vont nous demander des produits d'hygiène, parce que souvent les gens dans la précarité renoncent aux produits d'hygiène en premier, donc couches, etc. Donc chaque centre a ses propres demandes. Et comment nous aider? Eh bien, je dirais, tournez-vous vers votre centre local du Secours Pop. Moi, mon rêve, tu vois, ce serait que ça crée un élan de solidarité nationale, où même des gens qui ne sont pas sur le parcours de montagne solidaire aient le réflexe derrière d'appeler le Secours Pop local, de leur demander de quoi ils ont besoin, et ensuite de participer soit avec leur établissement scolaire, soit avec leur famille, soit par eux-mêmes. Si on arrivait à créer ça, ça serait super, parce que la pauvreté, c'est marrant, c'est toujours quelque chose qui fait débat. Tu vois, on est soit dans l'assistanat, soit dans la compassion. Or, on peut en penser ce qu'on veut. Les enfants qui sont au milieu de tout ça, eux, c'est pas des objets politiques, en fait. C'est juste des gamins qui souffrent. T'as des gamins qui vivent sous des tentes dans des parkings et qui vont à l'école le matin, quoi. Dans la 7e puissance économique mondiale. Donc, il y a un moment où la question n'est pas de savoir qui est responsable de quoi, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et on changera pas la question de la pauvreté grâce à ce défi. Moi, j'espère juste mettre ce chiffre de 1 sur 5 dans l'esprit d'un maximum de gens. Et ensuite, de montrer à ces jeunes qu'il y a des gens qui se mobilisent pour eux de tous horizons, toi, moi, d'autres. Et aussi de montrer à tous les jeunes qui vont nous accueillir dans leur collège que quand on fait un geste solidaire pour l'autre, encore une fois, c'est de la joie, c'est du bonheur, on se sent utile et ça rend le quotidien meilleur, quoi. Et ça, je rêve que tout le monde le ressente. C'est chouette. Ben, rien déjà. Ouais. À t'écouter en parler, on le ressent bien. Merci. Les dates de ton périple? Alors, je pars de Marseille le 18 septembre. La première étape, c'est donc des îles du Frioul à la plage des Catalans dans le 7e arrondissement de Marseille, à la nage. Et après, j'arrive à Annecy sur la plage d'Albigny. Je vais traverser le lac d'Annecy dans la longueur. Donc, oui, t'as pas choisi la version facile. 16 km. Non. 16 km. Sur la plage d'Albigny le jeudi 16 octobre. Voilà. À la veille des vacances, je crois. Exactement, c'est quelques jours pour les vacances scolaires. Tout à fait, oui. Donc kermesse avant de partir en vacances. Bah là, voilà, le lendemain on va faire des collectes et puis après on ira se reposer un peu. T'es sportif de base? Moi j'étais assez sportif, ouais, mais pas en mode très extrême. C'est dans la randonnée, dans les grands espaces que je me sentais le mieux. Je touchais à beaucoup de sports. Faire du sport me faisait pas peur dans mes émissions, tu vois. Il fallait aller faire de la spéléo, n'importe quoi, du cheval, j'y allais. Mais là, j'ai découvert autre chose. C'est une forme d'éthique sportive quotidienne. L'entraînement, la régularité. C'est ça. Et là, je me régale parce que, tu sais, je crois que, en fait, on est pour beaucoup alimenté par le sport de haut niveau. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore et ça me faisait rêver. Et donc, quelque part, ce que j'ai découvert, c'est que la question, c'est pas de savoir si on est footballeur professionnel ou moi qui me lance des défis, tu vois. C'est de trouver le sportif qui est en toi. Parce qu'on a tous un athlète en nous. En fait, on a tous un Kylian Jornet en nous, mais qui s'appelle pas Kylian Jornet. Et si t'essayes de copier Kylian Jornet, ça va être que de la frustration. Et je me dis que ce que fait Kylian Jornet, moi je peux pas le faire, mais lui, imaginer un projet comme celui-ci, il l'aurait peut-être pas imaginé parce que c'est pas lui. Et par tout cet entraînement, ce que je découvre, c'est le sportif qui est en moi. Je sais maintenant ce que j'aime, le bonheur que ça m'apporte. Et donc j'ai l'impression de me réaliser profondément, de pas prendre un dossard sur une course, même si c'est génial et que j'ai déjà fait plein de fois, mais de faire ma course, ouais. Voilà. Et ça, pour moi, c'est grandiose, quoi. Excellent. Ouais. Et donc, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Je te donne un super pouvoir. T'as le droit de changer une chose dans ton parcours. Dans mon parcours? Ouais. Pas dans ton parcours montagne solidaire, mais dans ton parcours de vie. Dans mon parcours de vie. T'as le droit de changer une chose. Qu'est-ce que je changerais? C'est une très bonne question, ça. Je suis pas sûr que je changerais grand-chose, mais par contre, je crois que, tu sais, quand t'es issu soit d'une famille liée à l'immigration ou d'une famille de petite classe moyenne, en fait, il y a plein de points communs entre les gens issus de l'immigration et les gens des toutes petites classes moyennes. Tu sais, ces Français qui disent, j'ai entendu mes parents 1000 fois dire ça, on n'est pas assez riche pour être à l'aise, mais on n'est pas assez pauvre pour avoir des aides. Tu vois. Je connais très bien ça, j'ai eu des parents. Voilà, je crois que je sais à qui je parle. Et en fait, quand tu nais dans des familles comme ça, ce qui est terrible, c'est de voir tes proches qui ont énormément de qualité, souvent beaucoup de bon sens, qui sont des énormes bosseurs. Et moi, ils se levaient tous à 5-6 heures du matin pour aller bosser et ils rentraient tard le soir. Et comme plein de Français, en fait, comme plein de gens. Et de voir à quel point ces gens n'ont souvent pas confiance en eux. C'est-à-dire que si
Alors moi, c'est pas forcément dans ma famille, mais je me souviens d'amis de mes parents, si le fils du patron disait que la Terre est plate, ben du coup la Terre devenait plate parce que c'était le fils du patron, tu vois. Et bien, ce que je changerais, c'est de pouvoir dire à tous ces gens que j'ai connus, à mes parents, à ceux qui les entouraient, faites-vous confiance et arrêtez de croire que vous devez toujours démontrer que vous avez de la valeur. Parce qu'en fait, vous en avez beaucoup. C'est des gens qui sont confrontés au réel plus que d'autres. Et donc, ce serait d'implémenter ça chez les gens qui m'entourent parce que ça fait que bah, tu as peut-être la même histoire, Seb, mais quand tu nais dans des familles comme ça, tu fais beaucoup de choses avec le couteau entre les dents parce que tu dois te faire tout seul. Et pour démontrer que toi et ton nom, parce que tu le fais aussi pour tes parents souvent, ont de la valeur. Et moi, j'aurais juste aimé changer ça pour que mes parents voient à quel point c'est des gens courageux, qui ont fait des choix incroyables dans leur vie et qui a pas besoin pour ça d'avoir une médaille ou une étoile au ski ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est juste ce petit truc-là que je changerais. C'est chouette. Je me retrouve là-dedans, effectivement. Et je pense même, d'ailleurs, en t'écoutant parler, je pense une des raisons pour lesquelles j'ai monté ma société, je suis dirigeant aujourd'hui, c'est peut-être une conséquence de ça, finalement, de vouloir s'accomplir et de montrer à ses parents que, ouais, bon, vous avez jamais eu confiance en vous, mais vous avez fait quelque chose de bien. Ouais. Vous avez éduqué un fils et ça s'est pas trop mal passé, quoi. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Et je pense qu'on est très nombreux, finalement, comme ça. Ah oui, bah la classe moyenne en France, c'est beaucoup de monde. Est-ce que tu auras un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans le journalisme? Ah bah, je dirais, oublie que t'as aucune chance et fonce. Comme on dit dans les bronzés. Non, mais c'est vrai, honnêtement, je dirais ça parce que... C'est un milieu difficile aujourd'hui, quand même. Ah ouais, puis ça l'a toujours été, tu vois. La grande différence, c'est que moi, quand j'ai commencé, tu pouvais être journaliste en ayant en ayant eu 10 000 autres vies avant et qu'aujourd'hui, il faut faire des écoles reconnues. Enfin bon, bref, il y a tout un parcours un peu standardisé, ce qui est d'ailleurs dommage parce que je trouve qu'on passe à côté peut-être de talent, ouais. Ah ben, c'est sûr et certain. Et en même temps, c'est ouvert aujourd'hui à d'autres talents qui avant n'y avaient pas accès. Donc, comme tout, il y a du bon, du moins bon dans l'évolution. Mais je lui dirais, oublie que t'as aucune chance et fonce parce qu'il y a peu de possibilités, mais il y en a quand même. Et que quoi qu'il arrive, c'est quand même des vies très intenses, très remplies, très fortes. Et surtout qui te mettent au défi de garder intactes tes valeurs parce que c'est pas facile comme métier. Hein. T'es quand même confronté, quand tu fais de la politique, à des monstres qui sont capables de retourner n'importe quelle situation, de t'emmener dans des histoires, de créer des réalités alternatives dans lesquelles toi tu vas marcher. On est en plus dans un monde maintenant de médias en continu, donc ça va très vite. Donc moi je dirais ça, et ensuite je dirais, un peu comme on parlait des athlètes, deviens le journaliste que t'es au fond de toi. Tu vois, moi aujourd'hui... tu me dirais de venir bosser dans une chaîne d'information en continu, je l'ai fait à une certaine époque, je n'y retournerai jamais parce que c'est pas fait pour moi. Je souffrais dans ces structures. Pourtant j'étais bon, j'y arrivais, tu vois. Mais j'avais traité 17 sujets dans la journée, je n'arrivais pas à avoir de la distance, ça me faisait mal à la tête, j'avais besoin d'avoir une vie perso. Donc moi ma chance c'est que j'ai construit mon parcours en fonction de ce que je pense être, en tout cas de ce qui m'animait. Et donc je lui dirais ça parce que comme c'est des boulots précaires, moi j'ai toujours dit à mes étudiants, il m'est arrivé de donner des cours, je leur disais toujours allez bosser chez McDo pour gagner de l'argent parce qu'au moins vous savez chez qui vous travaillez même si ça vous plaît pas, et à côté construisez vos propres reportages jusqu'à ce que ça marche tout en ayant aussi un alimentaire dans les médias. Voilà. Enfin, c'est tellement des métiers précaires qu'il vaut mieux essayer d'atteindre son idéal que de se dire oh vite je vais m'intégrer dans le milieu en ayant un emploi parce que ça marche pas du tout ça, tu vois. C'est certainement comme dans beaucoup de domaines, finalement, quand tu fais les choses avec passion, tu vas faire des choses, tu vas exceller dans ce que tu fais, ça deviendra visible et ça marchera à ce moment-là. Donc, bah moi j'y crois. Et puis tu te planteras, tu te relèveras. Et puis il y a 10 000 autres vies. Il y a un dicton qui dit que le journalisme mène à tout. Enfin tu vois. Et c'est vrai que derrière, quand tu arrêtes le journalisme, tu peux aller partout parce que tu as rencontré des milliers de gens. Enfin, donc c'est des métiers qu'il faut aborder non pas sous l'angle de la précarité ou de la difficulté, mais sous l'angle de quelle expérience de vie je vais en retirer. Et là, tu deviens une espèce de voyageur, quoi. Moi, tu vois enfin, c'était génial. Je présentais les informations à RFI la nuit en ayant, tu sais, ces voix très sérieuses. J'avais 19 ans, mais on avait l'impression que j'en avais 45. Et parallèlement, je faisais des boulots tout pourris, quoi. Ma femme faisait l'école de la BBC en Angleterre et le soir, elle bossait dans une usine de chips.
Tu vois, en fait, et moi j'aime bien quand le vernis craque, qu'on voit la réalité. Donc moi je dirais de vivre ça comme une grande aventure, comme tous les métiers un petit peu compliqués ou congestionnés. De toute façon, si tu veux rentrer chez toi le soir dans la sécurité, c'est pas des métiers qu'il faut faire. Donc il faut assumer le risque qu'on encourt, mais comme entrepreneur. Pour vivre une aventure incroyable. Voilà. Mais derrière, si ça marche, ben ce que tu vas vivre, il y a très peu de gens qui vont le vivre. Merci Ismaël. Eh ben de rien. Merci à toi Seb, c'était un grand plaisir d'être là. J'espère que ça aura plu parce que moi j'ai passé un super moment. Moi aussi. Super intéressant. Ça fait déjà 5 heures qu'on est là. Non. Non, je pense que ça peut faire pas loin d'1 heure. Mais merci profondément parce que c'est chouette. C'est beau ce que tu fais avec ton association, donc moi ça me fait plaisir de soutenir ça et c'est pareil. Et si effectivement dans les gens qui nous écoutent, il peut y avoir des gens qui peuvent te soutenir, ce serait top. N'hésitez pas, on a besoin de tout le monde et surtout, je le redis, mais le but c'est pas d'aller chercher de l'argent, c'est de vivre quelque chose de profond ensemble. Même si évidemment on a des besoins de financement, ce qu'on vit avec nos partenaires c'est très fort pour tout le monde quoi. Donc et ça moi c'est ce que je souhaitais. Voilà, on n'est pas une banque ou je ne sais quoi. Merci. Vous pouvez vous abonner, je le répète à nouveau, Apple Podcast, YouTube, Spotify, comme ça vous permet de voir les autres épisodes et d'être prévenu quand ils vont sortir. J'ai presque honte de dire ça parce que je devrais dire plutôt allez donner à For My Planet, on mettra le lien avec la vidéo. Merci beaucoup. Et puis voilà, merci profondément. Non, merci à vous, c'était trop bien. Merci à toi Seb.